Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la facturation des frais supplémentaires sur les cartes de crédit. On va attendre quelques secondes pour permettre à tout le monde de pouvoir se connecter au webinaire et on va commencer à ce moment-là. Donc, patientez encore quelques petites secondes le temps que les gens se connectent à la session d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président aux affaires nationales à la FCEI. Aujourd'hui, on a un webinaire qui va toucher sur les frais supplémentaires par carte de crédit, également sur des informations qu'on va vous transmettre sur le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Mais avant toute chose, je vais vous présenter l'équipe de Superstar qui m'accompagne aujourd'hui à ce webinaire. François Vincent, que vous connaissez très bien, qui est notre vice-président pour le Québec. Marc-Essie Moya, qui est conseillère aux entreprises, et Rachel Ing, qui est gestionnaire information pour les membres et les recours hiérarchiques. Alors, je souhaite la bienvenue à mes collègues qui vont faire la présentation avec moi aujourd'hui. Dans un premier temps, on va parler un peu de l'ordre du jour. C'est assez simple, là. D'abord, on va parler du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, le CUEC. C'est c'est un prêt, qui a été très en demande durant la pandémie. 900 000 entreprises partout au pays ont fait une demande et reçu le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, on va parler un peu du CUEC. On va parler ensuite du recours collectif pour les cartes de crédit et des frais supplémentaires. On va vous transmettre pas mal d'informations là-dessus. Et d'ailleurs, je veux juste souligner que le webinaire aujourd'hui est enregistré et il va être envoyé là, à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, s'il y a des informations que vous manquez, s'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, vous allez pouvoir réécouter le webinaire, puis vous allez pouvoir également voir les liens, les informations qu'on met dans les diapositives. Ça risque d'être utile. On va parler également de nos outils, nos ressources, puis on va garder du temps pour répondre à vos questions. Donc, à la fin, vous avez au bas de l'écran l'onglet Q et R ou Q&A, selon si vous avez Zoom en français ou en anglais. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Q et A ou Q et R. On va tenter de répondre au fur et à mesure et à la fin également. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On va y répondre au meilleur de nos connaissances. Concernant le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, vous savez, c'était un prêt qui a été très en demande durant le pic de la pandémie. 900 000 entreprises canadiennes ont fait une demande, reçu le prêt, soit pour 40 000 ou 60 000. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec les détails. Donc, tout le monde tout le monde a reçu en fait une lettre là, qui les informe, tous ceux qui ont reçu le CUEC ont reçu une lettre qui les informe que les entreprises ont maintenant jusqu'à la fin 2023 pour rembourser leurs prêts et ainsi avoir le droit à la portion subvention. Donc, si on rembourse avant la fin 2023, on a droit à la portion subvention. Si un bénéficiaire n'arrive pas à rembourser avant la fin de l'année 2023, le prêt se transforme en prêt à terme de 2 ans avec un taux d'intérêt de 5 %. Et donc, dans les communications qui ont été faites récemment auprès des gens qui ont reçu le CUEC, il y a environ 5 % de toutes ces entreprises-là qui ont reçu une lettre leur disant qu'elles sont maintenant jugées inadmissibles et qu'elles ne pourront pas conserver la portion subvention
et qu'elles devront rembourser entièrement le prêt avant la fin de l'année 2023. Donc, toutes les institutions financières, prêts garantis par le gouvernement, administrés par les institutions financières, les institutions financières ont envoyé des lettres, ils ont informé leurs clients d'un certain nombre de choses, dont ce que vous voyez à l'écran. Et là, pour certaines institutions, c'est un petit peu plus difficile. Je crois comprendre, Marc Cassy, que les lettres qui sont envoyées par Desjardins, par la Caisse populaire Desjardins, sèment un peu la confusion auprès de nos membres. Est-ce exact? C'est exact. Donc, nos conseillers ont appris qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font affaire avec Desjardins, qui sont portées à confusion justement avec leur courriel au sujet de leur prêt. Parce que si vous recevez ce courriel, il faut vraiment noter que la première ligne, ça concerne la date d'échéance du prêt. Donc, non l'admissibilité à la portion subvention. Et aussi, il ne faut pas oublier de communiquer avec Desjardins pour accepter de prolonger cette date d'échéance. Oui, et donc, c'est un peu ça l'enjeu parce que selon notre institution financière, les communications, des fois, sont plus ou moins claires et puis les termes peuvent varier, là, le langage plutôt dans la lettre. Donc, comme Marc Cassy le disait, Desjardins, c'est pas tout à fait clair. Il faut communiquer avec eux. Mais aussi, appelez les RAE. Si vous avez une lettre de votre institution financière, vous n'êtes pas trop sûr de bien comprendre, Marc Cassy et son équipe là, peuvent vous aider à démêler tout ça. Donc, si vous recevez une lettre dans laquelle vous vous faites dire que vous n'êtes pas admissible, la première chose à faire, c'est vraiment d'appeler le centre d'appel du CUSC. Et là, vous allez avoir le numéro à l'écran si on peut changer de diapositive. Merci beaucoup, Charlotte. Donc, si vous recevez une lettre de votre institution financière, vous vous faites dire que vous êtes jugé inadmissible, vous contactez le centre d'appel. Vous avez le numéro ici, le 888-324-4201. Et puis, demandez la question pourquoi je suis soudainement jugé inadmissible alors que j'ai fait une demande en toute bonne foi, j'ai reçu le prêt en toute bonne foi, j'ai encaissé le montant, puis là, on me dit 2 ans après, soudainement, non, je suis plus admissible. Donc, posez des questions. Malheureusement, les décisions en ce moment-ci sont définitives, il n'y a pas de processus d'appel. C'est quelque chose qu'on demande. On demande au gouvernement de mettre en place un processus d'appel pour les entreprises qui sont maintenant jugées inadmissibles afin qu'elles puissent présenter leur situation et ainsi démontrer leur admissibilité au programme et de fournir des documents qui auraient pu être manquants au moment de l'application, des choses comme ça. Donc, on demande qu'il y ait un processus d'appel qui soit mis en place. Si vous recevez cette lettre-là que vous êtes jugé inadmissible, vous appelez le centre d'appel du CUSC. Je vous invite également à signer notre pétition. Ça nous aide quand on fait des rencontres avec les élus. On leur dit, regardez, là, il y a beaucoup de gens qui ont signé notre pétition, on vous demande ça, et puis c'est important. Appelez votre député, puis dites-lui là, à quel point vous jugez inéquitable et injuste la lettre que vous venez de recevoir au sujet de votre CUSC. On continue à également pousser pour qu'il y ait d'autres changements qui soient apportés, là, notamment de reporter encore une fois la date limite jusqu'en 2024 et d'augmenter la portion subvention à 50%. Ça fait partie également de nos demandes. Il y a un énoncé économique ce jeudi. On va voir si le gouvernement va présenter certaines mesures en lien avec le CUSC, mais certainement de repousser la date limite encore d'1 an et d'augmenter la portion subvention à 50%. Ça demeure des demandes qu'on fait auprès du gouvernement. Donc, voici, ça c'était la portion CUSC de la présentation. Si vous avez des questions concernant le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, vous pouvez les mettre, comme je le disais, dans l'onglet Q&A, QAR.
ou encore patienter à la fin et rajouter cette question-là à ce moment-là quand on aura la période de questions-réponses. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions concernant le CUSC. Maintenant, ben, parlons cartes de crédit. Vous le savez sans doute déjà, mais sinon, je vous annonce la bonne nouvelle. Là. La date limite pour réclamer votre part du règlement a été repoussée au 30 décembre 2022. Et ça, c'est pour tous les types de demandes. Les demandes pour recevoir les plus petits montants, les demandes pour les plus grandes entreprises. Donc, toutes les demandes ont été repoussées, ont été reportées au 30 décembre 2022, donc le 30 décembre de cette année. Puis, juste pour donner un peu de contexte, si vous ne le savez pas, mais le recours collectif, donc, ça a été intenté par une petite entreprise de la Colombie-Britannique il y a plusieurs années. Cette entreprise-là alléguait que Visa et Mastercard et certaines banques s'étaient entendues pour fixer le montant des frais d'interchange et imposer des règles qui limitent la capacité des commerçants à ajouter des frais supplémentaires ou de refuser des cartes qui ont des frais plus élevés. Mais après plus de 10 ans de bataille, l'affaire a été, un règlement a été conclu et réglé. Et donc, il y a environ 130 millions de dollars qui seront distribués entre les entreprises qui ont payé des frais de traitement de paiement par carte de crédit depuis le 23 mars 2001. Toutes ces informations-là, vous les avez sur notre site web. Et je vous invite vraiment à consulter le lien, le site web en suivant le lien que vous avez à l'écran. Il y a beaucoup d'informations et puis rappelez-vous que attendez pas trop, mais si vous n'avez pas fait votre réclamation encore, vous avez jusqu'au 30 décembre 2022 pour la faire. Comment maintenant soumettre sa réclamation? Je ne vais pas passer tous ces points-là un par un à l'écran avec vous. Là. Je pense que la meilleure chose, ça sera de consulter la diapositive après le webinaire. Vous pouvez également appeler notre service de ressources aux entreprises. Nos conseillers, nos conseillères vont vous aider. Vous avez également le lien ici pour soumettre votre réclamation. Donc, il y a quelques critères que vous devez respecter là, à exploiter un commerce au Canada entre le 23 mars 2001 et le 2 septembre 2021, avoir accepté Visa ou Mastercard, payer les frais d'escompte. Donc, il y a un certain nombre de critères que vous devez respecter. Et puis, si vous respectez ces critères-là, ben, vous pouvez faire une réclamation en fournissant un certain nombre de renseignements. Encore une fois, je vous invite vraiment à visiter le site web creditcardsettlements.ca en français. Le site est en français également. Il y a beaucoup d'informations. Notre site web de la FCI donne également beaucoup d'informations. Ça va vous aider. Puis, si vous avez des questions, vous appelez nos conseillers, nos conseillères. Ça va leur faire un grand plaisir de vous aider à faire une réclamation dans le cadre du recours collectif contre des cartes de crédit. C'est un dossier, les cartes de crédit, que la FCI suit de très près depuis très longtemps. On est fortement impliqué dans ce dossier-là. Rappelez-vous, là, il y a plusieurs années, la participation active de la FCI, notre président Dan Kelly, Corinne Pullman, notre vice-présidente principale, leur travail a mené à la création du code de conduite pour les cartes de crédit. Si on peut passer, Charlotte, à la diapositive suivante, merci. Donc, vous le voyez ici, la création d'un code de conduite qui amène les intervenants à se parler puis qui donne plus de pouvoir aux PME
dans la sphère des modes de paiement, bien, la création du code, c'est directement en lien avec le travail de la FCEI. Quand le gouvernement, au milieu des années 2000, avait annoncé la création du code, il y avait Dan Kelly, le président de la FCEI, qui était derrière le ministre qui avait annoncé ça à l'époque. Donc, c'est vraiment le travail de la FCEI qui a amené un peu de bon sens dans ce secteur-là. Donc, on a aidé à réduire un peu les frais de transaction pour Visa et Mastercard. On a fait du travail pour s'assurer que Interac puisse demeurer un mode de paiement accepté par le plus grand nombre de PME possible. Et récemment, on a fait du travail pour donner la liberté aux commerçants, s'ils le souhaitent, de pouvoir facturer des frais supplémentaires pour ceux qui payent avec une carte de crédit. Donc, on va continuer à faire du travail pour réduire davantage les coûts d'acceptation de cartes de crédit. Par exemple, les frais sont imposés sur les taxes. Nous, on demande de ne pas imposer les frais de carte de crédit sur les taxes de vente. Il faut moderniser le code de conduite. Il faut rendre la rétrofaction plus équitable pour les petits commerçants. Donc, ça, c'est des dossiers sur lesquels on travaille et pour lesquels on souhaite que le gouvernement prenne action et mette en place des règles qui soient plus équitables pour les PME et à tout le moins que les intervenants du milieu puissent se parler et qu'il y ait des ententes qui soient des ententes qui soient bonnes pour les commerçants concernant les frais par carte de crédit. Et si on passe à la diapositive suivante, merci. En fait, vous le savez sans doute, là, mais les frais supplémentaires, c'est simplement des frais qui sont facturés à un client qui choisit de payer par carte de crédit. Vous le savez sans doute, en moyenne, c'est 1,5 à 2,5 de frais de transaction sur chacune des ventes qui sont payées avec une carte de crédit. Des fois, ça peut aller, c'est plus élevé que ça à l'occasion si la carte offre beaucoup de privilèges à son détenteur. Donc, l'entente conclue dans le cadre du recours collectif permet maintenant aux commerçants, sauf ceux du Québec, et François va en parler un peu après, permet aux commerçants de facturer des frais supplémentaires. Puis il faut savoir que, sauf au Québec, là, mais l'impossibilité de facturer des frais supplémentaires, ça ne vient pas d'une loi, là, sauf au Québec. Là, ailleurs au pays, ça ne vient pas d'une loi. C'est que Visa et Mastercard empêchaient les commerçants de le faire dans le cadre des contrats que ces entreprises-là signaient avec les commerçants. Et donc, ce que vient changer le recours collectif, c'est que maintenant, les commerçants vont pouvoir commencer à facturer des frais supplémentaires. Donc, voici un portrait bref et général là, sur la situation des frais par carte de crédit, le recours collectif, les frais supplémentaires. Et je vais passer maintenant la parole à François pour qu'il puisse vous expliquer un peu la situation au Québec et qu'est-ce que nous, on fait pour améliorer les choses. Merci, Jasmin. Merci. Effectivement, ce n'est pas possible au Québec de pouvoir faire la surfacturation de Visa ou de Mastercard parce que la loi de la protection du consommateur définit qu'il doit y avoir un prix unique. Donc, lorsqu'on fait la surfacturation, on rajoute un pourcentage à la vente, tout dépendamment de l'utilisation du mode de paiement, que ce soit Interac ou Mastercard ou par argent comptant. Donc, cela, ce n'est pas possible d'être mis en place, puis on est la seule province au Canada qui ne donne pas cette option à l'entrepreneur. Donc, on a fait savoir publiquement
qu'on trouvait que c'était un non-sens que les entrepreneurs au Québec ne puissent pas avoir les mêmes droits que dans le reste du Canada. Puis vous savez, bon, on vient d'avoir des élections récemment, donc il fallait attendre aussi les résultats des élections, la composition du nouveau Conseil des ministres pour justement entamer des représentations politiques à cet égard-là. Mais le 5 octobre et le 6 octobre, on était assez précis par rapport à ça. Il y a eu des articles de journaux sur le sujet. Puis, dans la lettre de félicitations au nouveau ministre de la Justice, on a mentionné ce dossier sur lequel on voulait s'asseoir et parler avec lui. Maintenant, pour changer et donner la possibilité aux entrepreneurs de pouvoir faire la surfacturation aux consommateurs, il faut ouvrir la loi de la protection du consommateur. Puis là-dessus, on s'est dit, tant qu'à ouvrir la loi, on va l'ouvrir pour de bon. Alors, actuellement, on est en réflexion et en recherche pour voir les différents éléments qu'on devrait apporter pour moderniser la loi et l'adapter au contexte actuel. Et oui, continuer à protéger les consommateurs, mais en prenant en considération la réalité des entrepreneurs dans l'équation. Donc, l'année prochaine, on va probablement faire un sondage, un rapport de recherche et des représentations sur le sujet. Donc, restez à l'affût de vos demandes de participation au sondage l'année prochaine. Il risque fort probablement d'en avoir un au premier trimestre sur le sujet. Puis, vous pouvez être persuadé que c'est un dossier qu'on va mener de front auprès du ministre de la Justice, M. Jean Barrette. Puis maintenant, ce n'est pas parce que vous auriez la possibilité de le faire que vous le feriez, la surfacturation. Puis c'est ce qu'on voit dans nos données de sondage. C'est 2 PME sur 5 qui sont indécis. C'est le quart qui vont le faire si les concurrents le font. 18 qui disent oui. Peu importe le choix des autres, je vais le mettre en application. Donc, on voit que ce n'est même pas parce que vous pourriez avoir le choix que nécessairement vous le feriez. Mais ça serait une option, puis probablement même que ça aiderait à faire en sorte que les consommateurs soient au courant et informés que, dans le fond, les points là, de leur beau-frère qui va chercher pour être capable de se payer des vols gratuitement, c'est payé par le commerçant au bout de la ligne avec les modes de paiement. De façon assez majeure, merci. Là. Puis on a eu des commentaires de membres qui étaient poignants à cet égard-là. Puis on a vu aussi dans différents médias là, que ça pouvait dépasser les 100 000 de frais de transaction pour une petite épicerie, par exemple. Puis là, on voit deux commentaires différents, notamment d'un membre qui, justement, fait des pertes quand il y a des utilisateurs de cartes de crédit ou un autre qui a des sommes dans les 50 000 avec des frais de 1 500. Puis comme je vous ai dit, pour les petits épiciers, c'est des sommes qui remontent de façon assez majeure parce qu'il y en a énormément de transactions. Puis vous calculez le 2,5 à 4 qui va être payé par le commerçant. Donc, on voit que c'est quelque chose qui fait mal aux commerçants au Québec. Petite précision, on a déjà reçu des questions là, quant à l'entreprise, de la surfacturation entre entreprises. Ce qu'il faut comprendre ici, puis notre compréhension aussi, c'est que la loi de la protection du consommateur s'applique entre la relation consommateur et entreprise. Elle ne régit pas la relation entre les entrepreneurs. Mais au bout de la ligne, quand le détaillant, le restaurateur, ou l'entreprise de service, ici, dans la chaîne, il y a des coûts qui lui sont rajoutés. Au bout de la ligne, ça devra être mis dans le prix qui va être offert aux consommateurs au bout de la ligne. Merci. Merci beaucoup, François. Donc, toujours sur le même sujet, nous sommes encore au début du jeu des frais supplémentaires. Donc, on a déjà entendu, par exemple, des entreprises comme TELUS se faire critiquer publiquement pour avoir mis en place des frais supplémentaires, tandis que d'autres compagnies se font célébrer par les consommateurs pour avoir publié sur les réseaux sociaux qu'elles n'appliquent pas de frais supplémentaires. Donc, on a quelques éléments pour vous à prendre en compte avant de décider de la direction que vous prendrez. Donc, j'aimerais aussi que vous preniez note qu'on a une liste de vérification qui est disponible sur notre site de la FCEI, mais parcourons celle-ci pour avoir une idée des questions que vous devez vous poser. Donc, tout d'abord, quels sont les coûts actuels pour accepter les cartes de crédit dans votre entreprise? Est-ce que vous acceptez Visa, Mastercard? Quels sont les frais de traitement de votre acquéreur?
on a entendu de nombreux membres, ne regardez que le résultat net parce que c'est plus facile, mais savoir si vous avez acheté ou payé pour louer des machines, c'est très important. Comment allez-vous faire le suivi des montants supplémentaires que vous allez facturer? Il y a certains acquéreurs qui pourront programmer cela dans les machines de point de vente, mais il y en a aussi qui ne seront pas prêts à temps au niveau technologique. Donc, si ce n'est pas programmé dans la machine, il y a des compagnies qui vont vous demander de suivre vos frais supplémentaires dans votre système de caisse enregistreuse. Donc, connaître ce montant, c'est important aussi pour savoir quel sera son impact sur vos impôts. Du côté de la taxe de vente, donc jusqu'à présent, les entreprises appliquent ces frais supplémentaires avant taxe. Pour ce qui est du revenu d'entreprise, je sais que de nombreux membres déduisent les frais du traitement et d'acquisition de leurs revenus, mais sachez que l'argent que vous recevez des frais supplémentaires est considéré comme un revenu d'entreprise. Donc, il faut parler à votre comptable pour voir si ça fait du sens pour votre entreprise. Un autre aspect à considérer, c'est la réaction de vos consommateurs. Donc, cela changera-t-il la perception que les clients ont de votre entreprise? Aura-t-il un impact sur vos ventes? Il n'est pas surprenant que les clients n'aiment pas les frais supplémentaires. Donc, en fin de compte, c'est vous qui connaissez le mieux vos clients. Combien vous les chargerez et sur quelle carte que vous imposerez les frais supplémentaires dépendra vraiment de vous. Enfin, il y a tellement de publicité dans les médias sur ces questions qu'il est impossible d'éduquer les consommateurs sur tous les problèmes qui existent avec l'industrie des cartes de crédit. Donc, les clients ne connaissent pas les réalités de votre entreprise. Alors, les amener à comprendre et comprendre pourquoi autoriser les entreprises à facturer ces frais-là est une excellente première étape pour votre entreprise et quelque chose qui aidera vraiment à atténuer leur frustration. Nous avons déjà entendu parler d'un membre qui a reçu une note de 1 étoile de la part de clients pour avoir appliqué des frais supplémentaires de manière incorrecte. Alors, il faut être clair avec vos clients sur les attentes et bien expliquer les actions que vous entreprenez et offrir aussi des alternatives que les clients peuvent choisir pour éviter ces frais supplémentaires. Par exemple, les encourager à payer avec argent comptant ou par débit. Donc, certaines étapes à suivre si vous décidez de facturer les frais supplémentaires. Donc, il faut au moins 30 jours d'avance avant de commencer à facturer les frais supplémentaires. Donc, comme François nous a dit, vous aurez accès à cette diapositive à la fin de la présentation. On a des liens directs que vous pourrez accéder. Donc, premièrement, il faut aviser le réseau de cartes de crédit. Donc, Mastercard, il y a un formulaire disponible. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là et l'accéder. Visa, ils ont simplement dit qu'il faut aviser le Visa par l'intermédiaire de votre acquéreur, donc la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Avisez votre acquéreur, certainement, le service de traitement. Et troisièmement, prévenez vos clients. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Alors, quand vous facturez des frais supplémentaires, il y a trois points d'affichage, si je peux dire. Donc, premièrement, il faut absolument indiquer que vous facturez des frais supplémentaires au point d'entrée des clients dans votre commerce et sur votre site Web. Donc, vous voyez à la droite, on a une pancarte qu'on a créée pour vous pour être capable de justement aviser d'avance, même à l'entrée de votre, peu importe quel genre de commerce que vous avez, les aviser d'avance que vous facturez des frais supplémentaires. Donc, ça, c'est très important. Et numéro 2, il faut afficher le montant, le montant des frais supplémentaires que vous allez facturer au point de vente, donc à la caisse. Et ça ne peut pas excéder le coût d'acceptation des cartes de crédit, ni le plafond fixé à 2,4 %. Donc, toute cette information est aussi sur notre site Web avec plus de détails comment faire ces calculs. Il faut aussi, troisièmement, détailler clairement le montant des frais supplémentaires en dollars sur le reçu du client. Donc, comme on a dit auparavant, si votre acquéreur n'est pas prêt, ne l'a pas programmé, la machine que vous utilisez d'avance, il faut quand même s'assurer de l'indiquer, en tout cas de l'enregistrer dans votre caisse pour que ce soit imprimé sur les reçus. C'est primordial que ça apparaisse sur les reçus de vos clients.
Donc, on a toutes sortes d'outils de ressources sur les frais supplémentaires sur le site web de la FCEI. On a créé cette page uniquement pour vous avec une foire aux questions, toutes les questions pertinentes et aussi une liste d'acquéreurs et on le met à jour le plus que possible. Donc, on vous encourage fortement de visiter cette page web. On a investi beaucoup de temps et d'énergie, donc s'il vous plaît, visitez-le. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de réponses à vos questions, je vous le promets. Donc, cette page-ci, c'est avec j'ai pas mentionné, mais voyons, la carte qu'on a préparée pour vous indiquer à vos clients que vous facturez les frais supplémentaires. Il y a un code QR que vos consommateurs peuvent scanner et ils auront accès directement à cette page-là. Donc, ça, c'est une page qu'on a créée pour vos consommateurs pour qu'ils puissent avoir toutes les informations sur justement les frais supplémentaires et des raisons pour lesquelles vous avez décidé de les facturer. Et aussi, il y aura une liste de saviez-vous. Donc, je pense que c'est sur la prochaine page où ce que vous allez voir justement les genres de questions les genres de bonnes informations à savoir. Par exemple, 50% des entreprises indiquent que les frais des transactions par carte de crédit ont augmenté pour les achats en magasin depuis les 3 dernières années. Donc, ça, c'est des coûts qui s'ajoutent. C'est pour vous, les membres, pour vous, les marchands. Donc, ça, c'est important d'éduquer vos clients pour qu'ils sachent, encore une fois, pourquoi vous avez décidé de changer ces frais supplémentaires et atténuer leurs frustration. Donc, c'est tout pour ma partie de cette présentation. Merci. Mais Marc-Essie, merci beaucoup, mais tu peux rester avec moi parce que tu as donné beaucoup d'informations sur les points à considérer avant de facturer des frais supplémentaires. Et juste pour clarifier là, auprès des gens qui sont avec nous aujourd'hui, donc, pour un commerçant au Québec, facturer les frais supplémentaires aux clients, ce n'est pas possible. Exact. Mais facturer des frais supplémentaires, par exemple, à un fournisseur, c'est possible. C'est bien ça? C'est exact. Donc, comme on dit B2B, donc compagnie entre compagnies, ils peuvent se charger entre eux, mais pas aux clients directement, pas au Québec. Partout ailleurs au Canada. Oui, exactement. Et donc, s'il y en a parmi vous qui ont une place d'affaires aussi à l'extérieur du Québec, ou si vous avez juste une place d'affaires à l'extérieur du Québec, mais disons que vous avez un commerce au Québec, vous avez un commerce en Ontario, vous avez un commerce au Nouveau-Brunswick, bien, celui du Québec, c'est pas possible de facturer, mais ailleurs au pays, c'est possible de le faire. C'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends bien. Exactement. Donc, à cause de la loi, justement, la loi qui protège les consommateurs au Québec, on n'a pas le droit de charger les clients québécois. Mais ailleurs au pays, oui. Oui, c'est ça. Et aussi, je veux juste mentionner que nous, on n'encourage pas les gens à le faire, à facturer des frais supplémentaires ou à ne pas facturer des frais supplémentaires. Je pense que l'important, c'est de passer l'information sur qu'est-ce qui peut être fait, quoi considérer quand on prend une décision, les pour et les contre de chacune des décisions qu'on prend. Et ensuite, ben, juste de s'assurer là, que la décision qu'on prend, c'est la meilleure pour l'entreprise. C'est exact, c'est exact. Donc, il faut vraiment évaluer les pour et les contre, comme tu as dit. Surtout, avoir une bonne conversation avec son comptable, savoir les effets, comme on a dit, sur l'impact que ça aura sur vos impôts, parce que, encore une fois, les frais supplémentaires, c'est considéré comme un revenu. Donc, il faut vraiment, il faut calculer ça, puis voir qu'est-ce qui fait du sens pour votre entreprise et qu'est-ce qui va moins fâcher vos clients. Et puis, nous, à la FCEI, vous le voyez à l'écran, là, on a un partenariat avec Chase. Je pense que c'est le partenariat le plus populaire qu'on a à la FCEI. Si vous n'avez pas déjà profité de ce partenariat, vous êtes un commerçant, je vous invite vraiment à regarder de plus près les avantages que vous pouvez avoir en participant au fond à ce partenariat-là avec Chase et profiter des économies parce que
les frais de traitement par carte de crédit avec ce partenariat-là sont nettement plus bas, que ce soit pour les cartes de crédit, pour les frais Interac. Il y a plusieurs autres avantages, là, pas de frais d'inscription ou d'annulation. Donc, il y a une section sur notre site web qui liste tous les partenariats et les programmes d'économie que nous offrons à la FCI. Puis le programme d'économie qui est certainement le plus populaire, c'est celui qu'on a avec Chase, qui est très, très, très populaire parce qu'il permet notamment aux petits commerçants, aux plus petits commerçants de sauver beaucoup d'argent sur les frais de traitement par carte de crédit. Donc, ça complète la portion présentation du webinaire aujourd'hui. Maintenant, je pense que on a du temps pour répondre aux questions des participants aujourd'hui. Donc, je vais y aller d'abord avec une question de Julie là, qui dit que elle a manqué le début de la présentation, mais elle est admissible au CUEC. Elle n'a pas reçu de lettre d'inadmissibilité et elle demande pour repousser le remboursement au 31 décembre, que dois-je faire? J'ai reçu le courriel de Caisse Desjardins et ce n'est pas clair. Donc, je pense que Marc-Cassie t'a parlé un peu de ça au début du webinaire. La non-clarté du message de Desjardins qui a été envoyé à ce sujet-là. Peut-être tu veux le mentionner encore une fois. Là. Oui, certainement. Donc, c'est ça, la lettre de Desjardins, elle n'est pas claire. Donc, la première ligne, elle porte à confusion. Elle peut-être vous fait penser qu'il faut payer d'ici la fin de l'année. Tandis que ce n'est pas vrai. Le gouvernement a vraiment accepté de le repousser jusqu'à 2023. Donc, Desjardins, à ce qu'on sache, il vous offre de prolonger la date d'échéance jusqu'à 2025. Donc, il faut s'assurer de l'accepter. Mais aussi, sachez que le gouvernement a fait en sorte que la partie subvention, c'est vraiment jusqu'à 2023 que vous avez. Salut, je vais juste faire un petit ajout, juste pour parce que Julie demande ce qu'elle devrait faire. Et comme c'est pas clair dans le courriel, je dirais envoie à Desjardins une confirmation que vous voulez que votre date de limite de remboursement pour être admissible à une remise de dette soit remportée à la fin de 2023. Écris-le, garde-le en tant que preuve, juste au cas où on vous oublie. Et puis, essayez de le rappeler et appeler le numéro du QEC. Merci. Je vais prendre la prochaine question qui était à l'effet, j'ai perdu ma question, mais il y avait Marie-Claude qui demandait, je pense, pourquoi on ne travaille pas pour faire baisser les frais et qu'on se concentre sur, d'une certaine façon, permettre aux entrepreneurs de pouvoir surcharger. Mais je vous dirais qu'on fait les deux. Puis Jasmin, je vais te passer la rondelle là-dessus. Donc, nous, on veut faire en sorte que les entrepreneurs au Québec puissent avoir les mêmes outils, les mêmes mesures que les autres entrepreneurs dans les autres secteurs, dans les autres provinces. Puis en même temps, l'équipe nationale travaille depuis longtemps sur le dossier des cartes de crédit. Puis s'il y a des ouvertures là-dessus, puis s'il y a des engagements, c'est bien à cause du travail de la FCI. Puis là-dessus, je vais laisser Jasmin peut-être plus parler spécifiquement de ce qu'on a fait. Merci François. Tu as bien raison de le mentionner qu'on est actif sur les deux fronts. Donner plus de liberté de choix aux entrepreneurs, donner plus de pouvoir aussi aux entrepreneurs pour quand ceux-ci acceptent les paiements par carte de crédit. Et François l'a dit, on fait beaucoup de travail pour faire baisser les frais de carte de crédit. Ça fait longtemps, par exemple, qu'on rencontre
le gouvernement, les élus et les fonctionnaires pour, par exemple, faire en sorte que les frais de carte de crédit ne s'appliquent plus sur les taxes. Comme vous le savez, si un item qui est vendu 100 $ avec les taxes, ça revient à 115 $, les frais de carte de crédit sont sur 115 $ et non sur 100 $. C'est inéquitable de demander aux commerçants de collecter ces montants-là pour le gouvernement et que les commerçants doivent payer des frais de transaction par carte de crédit plus élevés parce que le coût de la transaction est plus élevé. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on demande depuis longtemps. Puis en 2019, le Parti libéral, durant la campagne électorale, avait dit qu'il en faisait une de ses promesses électorales, de baisser les frais par carte de crédit. Dans son budget, plus tôt cette année, il a réitéré l'importance de ça. Et dans le budget de l'année passée aussi, il a mentionné vouloir travailler là-dessus. Évidemment, ça prend trop de temps, ça traîne en longueur, puis on veut que le gouvernement s'active. Mais vraiment, comme François l'a mentionné, on travaille sur les deux fronts, à la fois donner plus de pouvoir aux commerçants et à la fois réduire les frais de transaction par carte de crédit. Je ne sais pas si on peut passer tout de suite à la prochaine question, mais si je peux me permettre juste un petit commentaire par rapport à la réponse que Rachel a fournie plus tôt pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Rachel a dit de garder une copie du courriel ou de la communication qu'on a avec notre caisse ou notre banque. J'ai fait beaucoup de webinaires avec François au début de la pandémie pour expliquer les programmes gouvernementaux qui se mettaient en place au Québec et au fédéral. Puis un des conseils que moi et François, on donnait tout le temps, c'était de garder un log. Gardez un log de vos communications quand vient le temps de communiquer, quand vous communiquez avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial en lien avec les programmes d'aide à la COVID, parce que ça peut toujours être utile par la suite si jamais il y avait des vérifications, des choses comme ça. Et donc, quand Rachel dit de garder une copie de cette communication-là, c'est un conseil très, très, très important que j'encourage tout le monde à suivre là, et à mettre en pratique. Pour une prochaine question, on mentionne, on revient sur Desjardins. Il y a François qui dit que lui, malheureusement, tout ça, c'est pas clair parce que Desjardins avait contredit et avait fourni d'autres réponses. Donc, je pense que c'est de revenir un peu en disant que c'est important de communiquer avec Desjardins ou son institution financière pour avoir des réponses claires et de garder une trace de ces communications-là. Salut, Germain. Je vois une question pour François. Il demande, c'est plutôt Martine qui demande, je travaille beaucoup avec des écoles et des villes. Est-ce qu'ils sont considérés comme des consommateurs ou comme des entreprises? Je ne suis pas un juriste, hein? Je ne suis pas un avocat non plus. La loi de la protection du consommateur régit le consommateur et le commerçant. Maintenant, savoir toute la gestion des contrats avec l'institutionnel, j'imagine, mais je préfère pas donner une réponse très directe là, à cet égard-là. J'imagine que que c'est pas touché, mais maintenant, je pourrais pas mettre ma main au feu là-dessus. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des zones grises un peu, là, ça, c'en est une, François. Tu sais, des fois, c'est pas clair comment ça peut être interprété. Je pense que
On peut voir si les gens n'ont pas déjà un comptable ou un avocat qui travaille pour eux, des fois, qui peut les renseigner. Peut-être les ressources aux entreprises même peuvent avoir des informations plus spécifiques à transmettre. Donc, c'est de faire des vérifications souvent au préalable. Oui, et je vois aussi, il y a d'autres types de questions qui sont dans la même veine, comme Bertie qui demande s'ils vendent à des clients québécoises ou québécois, mais que eux, ils sont en fait au Nouveau-Brunswick. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut... Dès que le client est un consommateur, là, la loi de la protection du consommateur s'applique. Si vous vendez à un consommateur au Québec, là, vous ne pouvez pas surcharger. Maintenant, toute la notion du institutionnel B2B, ça, c'est une autre affaire. Mais c'est sûr que si vous vendez à des clients au Nouveau-Brunswick, vous pouvez mettre en application là, ce qui est dit là, dans ce webinaire. Parfait. J'espère que ça t'aide, Bertie. Et pour les autres, peut-être qu'on va essayer d'avoir plus de clarification des avocats du recours collectif et essayer de les mettre sur notre site web. Moi, j'aime le commentaire de Marie-Claude Gagnon. Elle dit durant la pandémie, le gouvernement invitait fortement les gens à payer sans contact avec les cartes, puis le coût a été refilé aux commerçants. Les gens ont pris l'habitude d'utiliser leurs cartes partout, puis beaucoup moins de paiements en argent. Nous n'avons pas de dédommagement pour ce fonctionnement. C'est vrai, hein, durant la pandémie, les habitudes de paiement ont fortement évolué. Il n'y a presque plus personne qui se promène avec l'argent comptant dans son portefeuille pour payer ses achats. Et évidemment, plus la carte offre des privilèges, plus ça coûte cher aux commerçants, plus la compagnie de carte de crédit estime que la transaction est à risque, plus les frais sont élevés. Donc, quand on paye sans contact, c'est pas le même frais que si on paye avec une signature ou si on fait des achats en ligne. Il y a toutes sortes de frais différents. Mais c'est vrai que les habitudes de consommateurs ont beaucoup évolué durant la pandémie et que la question des frais supplémentaires, comme je le disais, c'est pas tant d'encourager les gens, les commerçants à le faire, mais c'est de donner l'information sur ce qu'ils peuvent faire et compte tenu de l'évolution des moyens de consommation, des méthodes de paiement, je pense que de donner ce pouvoir-là aux commerçants, ça fait du sens. Et on doit reconnaître que ça devient nécessaire. Jasmin, j'ai une autre bonne question pour vous. Hicham, il demande quels sont les efforts de la FCI que la FCI font auprès du gouvernement pour bonifier la partie subvention du QEC et comment le gouvernement réagit à votre demande? Merci Rachel pour la question. Puis donc pour le QEC, donc le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, on a une pétition sur notre site web. Vous pouvez la signer. Ça nous aide beaucoup dans nos efforts de représentation. Plus il y a de signatures, plus notre voix porte en quelque sorte. Puis dans la pétition, on voit c'est quoi notre demande. On veut que la portion subvention soit augmentée à 50% pour permettre à plus d'entreprises qui ont contracté le CUSC d'avoir les moyens de rembourser, de conserver cette partie subvention-là et les aider dans leurs opérations et se remettre de la pandémie. Donc, on souhaite que ça soit monté à au moins 50%. Est-ce que le gouvernement va nous écouter? Je dirais qu'évidemment, je l'espère bien, mais c'est toujours un travail de fond. C'est un travail de longue haleine. Il faut s'assurer de répéter nos demandes. Il faut s'assurer que les demandes soient bien comprises. Il faut s'assurer de rencontrer les élus, de rencontrer la fonction publique. Et après, il y a une partie de la décision qui ne nous revient pas.
mais sachez que à chaque rencontre que j'ai avec les élus fédéraux, je le mentionne et j'espère vraiment qu'on puisse avoir gain de cause dans ce dossier-là et voir la portion subvention augmenter, mais il n'y a jamais rien de garanti, là, ça c'est sûr et certain. Puis je peux rajouter là-dessus là, que la FCAI a martelé le message. Puis il y a quelques semaines, Jasmin a fait plusieurs articles de journaux, plusieurs radios pour justement parler de cet enjeu-là. Puis on est l'association patronale la plus visible là, sur les enjeux depuis le début de la pandémie. Puis aujourd'hui, aussi un communiqué de presse qui a été mis sur le fil en prévision de la mise à jour de novembre où on réitère justement ces différentes demandes-là. Là. Fait que la FCAI puis Jasmin, là, on est vraiment là, au bâton pour défendre les entrepreneurs du Québec et du Canada. Tout à fait. Je ne sais pas s'il nous reste des questions à répondre, mais en tous les cas, je veux remercier tout le monde d'avoir assisté au webinaire aujourd'hui. Je veux remercier mes collègues Marc-Cassie, François, Rachel, Charlotte pour leur travail. En terminant, il y a d'autres webinaires qui s'en viennent. Le 22 novembre, on a un webinaire sur comment maximiser votre adhésion FCAI. Et il y en aura un en décembre sur les perspectives économiques en compagnie de notre économiste en chef. Donc, il y en a qui parlent peut-être de récession, de ralentissement. Donc, on va voir un peu ce que notre économiste en chef aura à dire sur le sujet. Et également, je veux vous rappeler qu'on aura bientôt le lancement officiel de l'Académie de la cybersécurité. Donc, l'enjeu de la cybersécurité, c'est un enjeu qui est important pour un très grand nombre d'entreprises. Il faut s'assurer d'avoir une infrastructure informatique qui est sécurisée, où on protège les données des employés, des clients, des fournisseurs. Et donc, il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer d'être en sécurité d'un point de vue informatique. Puis nous, on va mettre en place l'académie, puis ça va être des formations, différentes sources d'informations qui vont être communiquées pour aider les propriétaires de PME à s'assurer qu'ils sont bien protégés, puis quoi faire si jamais, malheureusement, elles subissaient des attaques. Je ne sais pas, François, si tu veux rajouter quelque chose à ce sujet-là, sur un autre sujet juste regardez vos courriels, il va y avoir des webinaires de la CNSST Hydro-Québec qui s'en viennent aussi. On va vous informer ça dans l'infolette pour vous recevrez un courriel. Puis merci encore pour votre participation à ce webinaire. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je souhaite à tout le monde une très belle fin de journée. Merci à tous.